Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour notre 5e et dernier atelier du cycle de 5 rencontres autour de l'accompagnement de ces apprenants à réussir les nouvelles épreuves du DELDALF. Alors, avant toute chose, bien évidemment, je souhaiterais remercier la maison d'édition PUG et les 2 formatrices auteurs d'avoir accepté généreusement de participer à ce cycle. Remercier également la librairie SBS et Miluna Hojas, donc qui se connecteront plus tard et pour leur générosité et leur accompagnement. Donc, comme vous le savez, hein, si vous nous avez suivis tout le long de ce cycle, à chaque rencontre, elles ont prévu des surprises, elles ont offert des ouvrages, proposé des bons de réduction pour des achats en ligne. Et donc aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas ce qu'elle nous réserve, donc restez connectés jusqu'à la fin. Et bien évidemment, remercier l'Alliance française de Buenos Aires pour l'accompagnement et tout le travail de communication aussi qui a été effectué autour de l'événement. Et pour finir, bien évidemment, vous remercier, vous, professeurs, étudiants, participants, pour votre confiance et votre présence à chaque rencontre. Alors, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises depuis l'Institut français d'Argentine, nous sommes convaincus que le DELDALF est un outil d'internationalisation qui constitue une réelle valeur ajoutée au parcours professionnel, personnel de tout individu, de tout apprenant et de tout enseignant en particulier. Donc, c'est pourquoi nous avons souhaité en faire un axe de travail prioritaire. Et cette année, de nombreuses actions en faveur de la promotion du DELDALF ont été déployées. Donc, notamment un programme d'appui à la certification internationale en langue française, le cycle qui nous réunit aujourd'hui, donc avec les maisons d'édition FLE, et pas plus tard qu'hier, une rencontre avec les enseignants pour mener une réflexion et proposer des pistes d'action articulées entre le DELDALF et la formation des enseignants de français en Argentine. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis avec 2 formatrices de la maison d'édition PUG. Donc autour de cette table ronde virtuelle, nous avons Isabelle Gruca et Anne de Beckler qui vont vous parler des épreuves du DELF A1 tout public et du DALF C1 et C2. Alors cela tombe bien parce que nous avons une session qui aura lieu en décembre prochain en Argentine et certains enseignants et étudiants ont obtenu une bourse pour la passation de ces examens. Alors, au cours de cette rencontre, Anne et Isabelle vont vous présenter une sélection d'outils pour enseigner à vos apprenants comment maîtriser les différentes compétences leur permettant de passer leur examen avec succès. Alors, Anne et Isabelle ont toutes les 2 une solide expérience acquise dans diverses institutions, en Alliance française, en université, dans de nombreux pays, tant en France qu'à l'étranger. Et Isabelle, pour sa part, est enseignante-chercheuse en didactique et a une longue expérience de formation de formateurs en France et à l'étranger. Et elle est directrice scientifique de toutes les collections FLE au PUG. Et Anne, elle, est responsable projet, process et qualité au sein du département évaluation et certification de France Éducation internationale. Et elle dirige la collection examen chez PUG. Donc l'atelier, avant de céder la parole, vous présenter un petit peu le déroulé de cet atelier. Il va s'organiser en 4 temps. Donc ce premier temps d'ouverture, lors duquel va prendre la parole Carole Sánchez-Albarracín, qui est la nouvelle directrice pédagogique de l'Alliance française de Buenos Aires, et Sylvie Bigot en représentation des éditions PUG. Ensuite, bien évidemment, nous donnerons la parole à Anne puis à Isabelle pour donc le contenu, l'atelier même de cette rencontre. Et nous consacrerons un temps d'échange lors duquel vous pourrez poser vos questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Mon micro a été désactivé. Pardon. Et donc, finalement, prendront les paroles les librairies qui ont été invitées à nous accompagner aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui se termine ce cycle. Mais nous continuerons à vous proposer des rencontres DELDALF, puisque nous célébrerons les 30 ans du DELF en Argentine en 2023. Donc, en attendant, nous vous invitons à nous suivre sur le site de l'Institut français d'Argentine, sur nos réseaux sociaux et sur IFProf pour retrouver toute l'actualité et toutes nos actions en faveur de la promotion de la langue française et de la francophonie en Argentine. Si vous souhaitez obtenir un certificat, comme d'habitude, indiquez dans le chat nom, prénom,
DNI et mail. Et donc, je vous remercie pour votre écoute et je cède désormais la parole à Carole. Bon atelier à tous et à toutes. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à Caroline, ma collègue de l'IFA, de m'inviter à cet atelier. Je remercie les intervenantes de ce jour. Je remercie tous les collègues d'Argentine, collègues de l'Alliance française ou pas, tous les enseignants susceptibles d'être intéressés par cet atelier. C'est pour moi aujourd'hui le baptême du feu officiel, puisque je prends mes fonctions effectivement aujourd'hui dans cette alliance, dans cette très belle alliance de Buenos Aires. Je souhaite réaffirmer la vocation et les valeurs de cette institution, hein, qui est celle de la diffusion de la langue française et des différentes cultures francophones, en dialogue bien sûr avec nos interlocuteurs locaux, en dialogue avec tous les acteurs de la francophonie dans notre environnement. Ce que je peux vous dire, c'est que, bon, évidemment, ce n'est pas une surprise, mais le DELF et le DALF est au cœur de notre dispositif pédagogique. Hein. Bien sûr, on forme, on enseigne et on évalue. Nous avons 32 centres de passation sur nos 53 alliances. 32 centres sont habilités à faire passer les certifications. Mais bien sûr, en 2020, on a beaucoup souffert. Donc là, on a un énorme défi qui est celui de faire revenir nos différents publics à la passation des examens, les faire revenir en cours. Sous quelle modalité, c'est encore autre chose, mais surtout de les ramener vers ces examens dont on a pu constater hier encore lors de cet atelier très intéressant de la pertinence, y compris pour les enseignants, comme outil d'internationalisation, comme valeur ajoutée pour leur parcours professionnel, et puis comme interrogation en continu de leur pratique pédagogique dans un dialogue avec leurs étudiants qui peuvent aussi être amenés à passer ces examens. Je me réjouis de tout ce dynamisme autour du DELF et du DALF, toutes ces activités qui sont proposées à notre communauté pour pour se préparer à ces examens. Donc voilà, je crois que c'est tout. On aura l'occasion d'échanger avec les collègues. Je suis à la disposition de mes collègues des différentes alliances françaises du pays. Et je vous souhaite un bon atelier que je vais suivre, bien sûr, attentivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Isabelle, pardon, Carole. Sylvie, Sylvie. Alors, me voilà. Alors, bien sûr, bonjour à toutes et à tous et un grand merci de nous rejoindre pendant ce temps que l'on va pouvoir passer ensemble. Merci aussi effectivement à l'Institut français et à l'Alliance française de Buenos Aires qui nous ont proposé en fait d'intervenir à l'occasion de cet atelier. Et donc, je vais simplement commencer par vous présenter très brièvement, on va dire, notre maison d'édition qui effectivement ce sont les presses universitaires de Grenoble que je représente. Hein, je suis Sylvie Bigot, je suis donc la directrice commerciale des PUG. Et puis après, je passerai la parole à Isabelle qui va commencer à parler, à présenter et à vous faire travailler aussi un petit peu parce qu'on est là quand même pour échanger sur les outils que l'on peut utiliser dans le cadre de la certification du DELF A1. Et ensuite, ça sera au tour d'Anne d'intervenir pour le DALF C1, C2, mais aussi un petit peu pour le DELF B1, B2. Vous verrez qu'on a une palette d'outils très large. Alors, très vite, pour évoquer les PUG, qui sont en fait une maison d'édition très atypique dans le monde des presses universitaires, puisque je crois que ce sont les seuls
à ne pas appartenir à l'université. Cela veut dire qu'elles ne reçoivent pas de financement de l'université. Elles ont des liens très forts avec les universitaires, mais pas seulement les universitaires de Grenoble. Et elles ont un statut en fait de société coopérative d'intérêt collectif. Alors pourquoi j'évoque ça? Parce que en fait c'est une maison qui est au service de ces sociétaires. Et qui sont les sociétaires des PUG? Eh bien, ce sont les auteurs, ce sont les salariés, ce sont aussi des institutions comme des écoles ou des universités. Et tout ce petit monde, en fait, évolue ensemble autour de valeurs très fortes qui sont prioritairement celles de la transmission du savoir, mais aussi celle du rayonnement du français à l'étranger. Et puis, il y a une troisième valeur qui vous intéresse un peu moins, mais qui est celle de la défense du patrimoine local et régional au travers de petits guides pratiques. Voilà. Alors, les PUG sont déjà bien ancrées dans le monde du fleuve. Elles ont été créées, elles vont fêter leurs 50 ans l'année prochaine, en 2022. On a été créées en 72. Et je crois que le premier ouvrage de Fleu a dû être publié dans les années 80. C'était un ouvrage de grammaire qui s'appelait L'expression française écrite et orale. Mais à partir de là, les PUC se sont forgés une identité, en fait, dans ce monde du français langue étrangère. Tout d'abord avec les grammaires, parce qu'elles ont proposé des grammaires très communicatives, avec énormément de documents authentiques, des mises en contexte, et pas seulement des exercices de grammaire à appliquer en fonction des règles de grammaire française. Et donc, ensuite, elles se sont étoffées, elles ont ouvert de nouvelles collections, mais toujours avec cette volonté de garder une certaine rigueur scientifique et de proposer des ouvrages qui soient à la pointe des dernières avancées dans le domaine de la didactique ou de la pédagogie du fleuve, mais au service de tous les formateurs et pas seulement les professeurs d'université, de tous les formateurs et de tous les apprenants également, et pas seulement les étudiants. Et donc, depuis, on a aujourd'hui une collection dans le domaine du français langue étrangère qui regroupe à peu près une centaine d'ouvrages. Et parmi ceux-là, on en a retenu quelques-uns pour justement vous parler de cette certification du DELF A1 et du DALF et du DELF B1 B2. Donc, je vais passer la parole à Isabelle qui va introduire le premier atelier et l'animer également. Merci Sylvie et bienvenue à vous tous pour cette rencontre pédagogique qui va nous permettre, même si c'est par écran interposé, eh bien, d'échanger nos réflexions sur les certifications. Alors, le titre de notre atelier de ce jour, c'est « De la formation à une certification DELF-DALF réussie », parce que nous allons articuler étroitement formation et certification, car nous pensons que parmi les dernières avancées qui ont eu lieu en recherche didactique, l'intégration de l'évaluation dans le processus d'apprentissage est l'une des avancées les plus fondamentales en matière d'éducation. Comme vous le savez, l'évaluation a été très longtemps cantonnée dans son propre domaine et faisant souvent figure de sanctions, positives ou négatives d'ailleurs. Alors, si elle a été longtemps cantonnée dans son propre domaine, l'évaluation à l'heure actuelle, elle est toujours considérée comme synonyme de progrès et elle doit être considérée comme un moyen de guider
l'apprentissage d'une part et de réguler l'enseignement d'autre part. Ce qui veut dire que l'évaluation formative, elle conduit vraiment à une évaluation certificative réussie, et j'insiste là-dessus, et l'examen finalement représente un instant T ou une tâche particulière parmi l'ensemble des tâches d'apprentissage. Et c'est cette orientation fondamentale qui structure la plupart des ouvrages que les PUG publient. Et c'est dans cette optique que je vais vous proposer une mini-activité qui peut correspondre à une des épreuves du DELF A1. On passe à la diapo. Alors, il s'agit, merci Sylvie, il s'agit d'une activité de production orale et qui est notée là, numéro 2. Vous la voyez, c'est donc une activité de production orale et vous avez, comme sur la diapo, vous avez d'abord un titre correspondant aux 2, nous cherchons un colocataire. Ensuite, vous avez l'amorce de la consigne par groupe de 3, etc. Et l'étudiant cherche un logement et il a lu cette annonce sur Internet qui l'intéresse. Ensuite, vous avez le visuel qui accompagne l'annonce immobilière, c'est-à-dire que vous êtes donc étudiant, étudiante, et vous voulez trouver une colocation dans la ville de Dijon. Alors, vous allez, on vous demande, nous habitons une belle maison avec 3 chambres au centre de Dijon et nous cherchons un ou une colocataire, visite de la maison samedi à 14h. Par rapport à ce visuel et cette amorce d'activité, je vais vous proposer 3 petites questions pour susciter votre réflexion. Alors, la première question, c'est quels sont les objectifs de cette activité de production orale? En accord avec ces objectifs que vous allez noter, je vais vous demander de compléter la rédaction de la consigne pour qu'elle soit beaucoup plus précise. Parce que la consigne, le début est une amorce, comme je vous l'ai dit. Et question numéro 3, est-ce que cette activité correspond à une des tâches figurant dans la certification DELF A1, sachant que dans la production orale, il y a 3 parties pour le DELF A1. Première partie consiste en un entretien dirigé, se présenter avec échange d'informations. Ensuite, se présenter avec échange d'informations par des questions posées par l'examinateur. Deuxième partie, échange d'informations à partir de mots thèmes posés. On demande au candidat de poser des questions à l'examinateur pour mieux le connaître. Et la troisième partie, il s'agit d'un dialogue simulé, s'informer sur des produits et leur prix dans une situation donnée. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous propose uniquement 5 minutes pour répondre très brièvement à ces questions. Si vous n'avez pas le temps de répondre à toutes, focalisez-vous surtout sur l'une ou l'autre des questions. Et pour ce faire, Sylvie va vous envoyer dans le chat le lien qui va vous permettre de travailler sur le tableau collaboratif. Il suffit de cliquer sur le lien pour que vous ayez à nouveau les questions qui vont apparaître sur votre écran et en cliquant sur le plus, vous pouvez mettre vos commentaires. Alors, je vous donne simplement 5 minutes de manière à ce que on puisse ensuite
échanger très rapidement. Sylvie, on pourrait avoir le mur? Je suis en train de le récupérer. Merci. Donc, vous avez les 3 questions. Quels sont les objectifs de cette activité de production orale? Bien sûr, à votre avis. Écrivez la suite de la consigne, mais très rapidement. Et est-ce une tâche de DELF A1? Et vous cliquez sur le plus pour mettre vos commentaires. Alors, répondez très rapidement, hein, bien sûr. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là.
parce que vous êtes déjà nombreux à avoir répondu, avec des questions des réponses qui sont quelquefois les mêmes, quelquefois différentes. Alors, je vous propose de clore l'activité de votre côté. On va passer à la diapo qui était déclencheuse de cette activité. Et puis, moi, je vais plutôt que de vous répondre à tous, enfin, de manière plus ou moins individuelle, je vous propose une synthèse avec un commentaire, parce que faute de temps et vu les contraintes techniques, je ne pourrai pas répondre de manière satisfaisante, mais je vais vous proposer une brève synthèse qui d'ailleurs fera écho à vos réponses la plupart du temps. Sylvie, je voudrais la diapo précédente, s'il te plaît. Voilà. Alors, vous voyez, donc, nous avons une activité et, comme tout à l'heure, je vous le disais, et vous voyez que vous avez visite de la maison à 14 heures et l'annonce, elle se termine ainsi. Donc, vous n'avez pas eu le temps de trop regarder, donc il ne s'agit pas de prendre rendez-vous puisqu'on est déjà, l'adresse est indiquée et on n'a pas à y aller, à prendre rendez-vous parce que c'est pas comment dire, une annonce immobilière classique, ce sont plutôt des étudiants qui mettent cette annonce sur le site Internet. Alors, quels sont les objectifs de cette PO? Vous allez être nombreux à avoir dire que la première, alors je vais commencer en regroupant par les objectifs communicationnels, c'est à savoir interagir à propos d'informations. Effectivement, il faut travailler, poser des questions, comprendre des réponses, savoir décrire l'appartement, donner des indications, etc. Donc, c'est bien des interactions à propos d'informations qui sont importantes et qui sont au cœur de cette annonce. Le deuxième objectif communicationnel que je n'ai pas vu dans vos réponses, c'est interagir dans les rituels sociaux. Saluer, répondre à une salutation, se présenter. Ça, se présenter, vous l'avez beaucoup noté, hein, en disant vos études, votre nationalité, vos goûts, vos loisirs. Interagir pour remercier, pour prendre congé. Ça, ce sont donc les deux axes principaux des objectifs communicatifs. Il y a bien sûr des objectifs linguistiques qui soutiennent cette armature communicationnelle. Et là, c'est beaucoup plus limpide. C'est bien sûr du point de vue grammatical l'intonation, parce que normalement, et c'est seulement l'intonation qui permet de dire que c'est une question. Donc, interrogation et intonation, quelques verbes au présent, et puis des prépositions de lieu simples. La chambre est à gauche, à droite, près d'eux, etc. Il y a aussi les nombres, puisqu'on va interroger sur le prix, combien il y a de pièces, le prix, combien coûte le chauffage ou le téléphone ou la connexion Internet, etc. Donc, vous voyez qu'il y a bien sûr, pour l'essentiel, ce sont les deux grands axes du domaine grammatical. Au niveau lexical, bien sûr que c'est le vocabulaire, comme vous l'avez bien noté, le vocabulaire du logement, le lexique des goûts et des loisirs, puisque dans une colocation, il s'agit bien d'avoir une idée de la personnalité de celui qui va partager l'appartement. Ces objectifs, ce sont bien des descripteurs qui définissent le référentiel du niveau A1. Alors, beaucoup ont mis, enfin, il y en a au moins deux de nos collègues qui dans le chat ont mis, c'est plutôt une question qui relève du A2. Cette activité, elle peut relever du A2, mais on peut la mettre en A1
à condition de se fixer des objectifs très précis et très simples. Alors, on va voir quelle est la consigne à compléter. On va passer à la diapo suivante, où justement, vous voyez, on a pendant la visite, les deux colocataires et l'étudiant se posent des questions sur les loisirs, leur goût, leur profession, la ville de Dijon, etc., le prix de la chambre, qu'est-ce qu'ils peuvent partager. Bref, on amorce un peu des idées de manière à ce que ça soit beaucoup plus ciblé. Ensuite, on donne quelques exemples. Préparez vos questions, par exemple, combien ça coûte, qu'est-ce que tu fais comme sport, etc. Et jouer la scène, bien entendu, puisque c'est un jeu de rôle. Ensuite, ce que je voulais vous dire, donc il y a des pictos, ça, laissons tomber pour l'instant. Alors, la troisième question, est-ce que c'est une tâche, celle-ci qu'on vient de voir, qui est du DELF? Vous avez dit oui pour la plupart. Certains ont dit plutôt du A2. Ça dépend à quel moment on la situe, mais elle va très bien en A1 et elle correspond en tout point au descripteur du référentiel A1. Mais cette tâche, elle correspond à la troisième, essentiellement, à la troisième partie de la production orale, c'est-à-dire qu'à partir d'une situation donnée, l'apprenant ou le candidat, plus exactement, est invité à s'informer sur le prix des produits qu'il veut acheter ou commander. Et il y a toujours une situation donnée. Ça, par exemple, s'inscrire dans un club de sport, s'inscrire à une activité de festival, etc. Alors, dans cette activité, il y a aussi quelques petits clins d'œil aux deux autres moments de la production orale du DELF A1, puisque vous avez se présenter, dire ses loisirs, les loisirs que l'on pratique, dire ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, etc. En réalité, cette activité est une tâche d'apprentissage qui permet de vérifier et consolider l'acquisition d'éléments formels et communicationnels fondamentaux distribués à un moment T de l'apprentissage. Et cette activité, nous l'avons proposée après 30 heures de formation minimale et donc elle reprend, elle fait écho à la troisième partie du DELF, mais avec des ambitions peut-être moins affichées que lors de la post-passation après 90 heures de formation. Alors, qu'est-ce qui nous indique que c'est une tâche d'apprentissage? D'abord, il y a 3 étudiants. Sylvie, je peux avoir la diapo précédente, s'il te plaît? Voilà. Par groupe de 3, vous voyez que donc c'est bien 3 étudiants. Au DALF, il y a toujours un duo, l'examinateur et le candidat. D'accord? Ensuite, il y a la thématique du logement et des goûts qui est indiquée. Ça va très bien. Et il n'y a pas de temps limité, pas de barème. Et par contre, j'attire votre attention sur le petit picto qui accompagne la consigne. J'espère que vous pouvez le voir, que ce n'est pas masqué par les visages des co-animateurs. Eh bien, parce que j'attire votre attention sur ce picto qui accompagne l'activité, qui indique qu'elle peut être réalisée en sollicitant la médiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ce sont les étudiants eux-mêmes qui s'entraident, qui développent des stratégies, demandent à répéter. Comme ça, là, se passe finalement dans la vie réelle, ce qui entraîne bien à l'appropriation de la langue culture en situation authentique. Et cette activité, elle met bien en valeur l'usage authentique de la langue dans une situation donnée de la vie réelle, mais elle prépare très bien
à la simulation en duo lors de la certification officielle ou institutionnelle, tout en gommant un peu le côté répétitif ou structural, souvent, très souvent, rébarbatif d'un simple entraînement. Alors, cette activité, elle est extraite de notre méthode à vous, qui unit, et les deux grands objectifs de cette méthode, c'est d'unir étroitement langue et culture, comme vous le voyez ici, sur la thématique de la colocation, la petite annonce qui porte des éléments socioculturels. Donc, de unir étroitement langue et culture d'une part, et d'autre part, apprentissage et évaluation et auto-évaluation. Nous allons passer sur la page justement des bilans, la diapo des bilans. Vous voyez ici, vous avez à la fin de notre méthode, il y a bien sûr un DELF A1 qui reproduit fidèlement les conditions de l'examen, temps, consignes, barème, etc. Et qui surtout, notez-le, intègre les dernières modifications qu'ont subies les DELF. Et pour le DELF A1, les dernières modifications prennent effet, sauf erreur de ma part, en septembre, donc juste le mois dernier. Donc, c'est tout nouveau et ça correspond bien aux différentes épreuves. Notre activité, vous voyez, elle reprend la partie 3 du dialogue simulé, c'est-à-dire la troisième colonne, puisque la deuxième colonne, vous avez production orale, avant il y avait la production écrite, production orale, et première partie, entretien dirigé, deuxième partie, échange d'informations, troisième partie, dialogue simulé. Vous choisissez une situation, vous jouez la situation et vous vous informez sur les prix des produits que vous voulez acheter ou commander. Et n'oubliez pas de respecter donc les rituels sociaux pour saluer et les formules de politesse. Alors ça, c'est la dernière évaluation qui figure dans notre méthode à vous. Mais tout au long de la méthode, nous avons régulièrement des pages d'évaluation et nous allons avoir une nouvelle diapo. Alors, notre méthode comprend 15 étapes et chaque étape comprend 3 cours. À la fin de chaque cours, à la dernière page, elle est réservée à un bilan. Bilan de ce qui a été acquis et ce qui est nécessaire de maîtriser dans cette étape. Et toutes les 5 étapes, vous avez une double page d'évaluation qui porte sur les compétences communicatives à acquérir et à maîtriser et des points vus dans les étapes 1 à 5. Vous voyez, nous avons en activité 2, nous avons l'activité sur laquelle nous avons réfléchi. Vous voyez qu'également, ici, vous avez donc des activités de compréhension orale, de production orale, de compréhension écrite et de compréhension de l'oral, pardon. Mais vous avez aussi des petits pictos. Regardez sur la première page en bas. Je répète les sons sur l'appli. Je révise le lexique sur l'appli parce qu'il y aura aussi des exercices plus formels qui seront sur l'application numérique afin de vraiment consolider, revoir des aspects linguistiques et ce en autonomie ou en classe. Et vous voyez qu'à la fin de cette double page, vous avez une auto-évaluation qui est proposée sous la forme d'émoticônes qui sont accompagnés par des descripteurs et les objectifs
visés par l'activité. Donc, l'étudiant apprend à s'auto-évaluer, à consolider son apprentissage et l'enseignant peut récolter les données de manière à réguler son enseignement. S'il voit qu'il y a un point qui n'est pas acquis, il peut très bien revenir et proposer les exercices en appli ou en classe. Voilà, parce que nous avons voulu faire cela. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument éviter le bachotage qui est souvent répandu et nous voulions vraiment mettre les candidats dans la certification réussie et pour viser un score bien plus supérieur à la moyenne. Parce que rappelons qu'un candidat qui n'a obtenu que 10 sur 20 au DELF A1 ou au DELF A2 aura le plus grand mal à suivre le niveau B1 où il devra affronter le discours et ne comprendra pas ce qui est nécessaire pour remédier à ces difficultés. Et là, on peut s'interroger, qu'en sera-t-il alors de sa motivation et du succès à la raison pour laquelle il apprend le français. Je m'arrête là pour la certification du niveau A1 et éventuellement, si vous avez des questions, je vais y répondre maintenant ou à la fin de l'atelier. Je vais donner la parole à Sylvie Bigot, qui est co-directrice des presses universitaires de Grenoble et qui va vous donner des éléments complémentaires concernant notre méthode phare qui vient de sortir. Merci de votre attention. Alors, je vais simplement, pendant 2 secondes, arrêter le partage parce que je dois partager l'audio et je ne l'ai pas fait au démarrage. Donc, je recommence ma manipulation. Ah bah si, c'est bon, voilà. Donc, me revoilà. Voilà. Donc, en fait, Belle, pour vous montrer un petit peu cette méthode à vous qui existe donc pour le niveau 1 et qui va être disponible pour le niveau A2 à partir du mois de novembre, pour vous montrer en fait comment elle est structurée pour se préparer au DELF A1. Déjà, dès le départ, toute la méthode est structurée en double page, avec à chaque fois une première double page centrée sur l'oral et une deuxième double page centrée sur l'écrit. Alors, dans la première page centrée sur l'oral, on va bien sûr travailler la compréhension et la production orale. Et sur la deuxième double page, on va travailler la compréhension et la production écrite. Alors, pour aller un petit peu plus loin encore, voilà comment est construite une double page. Là, je vous ai amené sur la première double page du premier cours de la première étape, donc qui concerne les présentations. Et donc, cette première double page est donc centrée sur l'oral. Et vous pouvez voir déjà que la première double page est toujours introduite par un document authentique qui représente ou qui est une activité interactive de mise en route. Là, vous avez une photo qui présente plusieurs manières de se saluer et à partir de là, vous pouvez déjà commencer à évaluer le niveau des apprenants, voir un petit peu connaître, découvrir leur vocabulaire ou leur manière de s'exprimer, de manière déjà à être dans l'échange avec eux. Ensuite, la première activité qui est là, l'exercice 1 en fait, est une activité de compréhension orale. On va commencer par écouter de l'audio, des salutations et associer en fait les images aux salutations. Ensuite, la dernière activité de la double page est toujours une activité de production. Et cette activité de production, elle est basée ici parce qu'elle est là pour permettre aux apprenants de réutiliser tout ce qu'ils vont avoir acquis
au cours des différentes activités qui sont proposées là. Donc là, son nom et son prénom à toute la classe. Ce que je voulais aussi montrer et qu'a évoqué Isabelle tout à l'heure, c'est que toutes les activités sont toujours prétexte à fournir des éléments socioculturels. Ici, on va découvrir des artistes français et francophones. Ici, on va être dans les différentes façons de se saluer. Mais à chaque fois, il y a toujours des éléments socioculturels qui sont présents dans les activités pour ne pas dissocier justement la culture ou la notion culturelle de l'apprentissage de la langue et pour être au plus près de la pratique de la langue en situation authentique. Je vais passer maintenant à la deuxième double page qui, elle, va être centrée sur l'écrit. Donc là, à nouveau, on est avec un document authentique qui est une carte de guide d'un guide sénégalais. Donc, un document authentique qui va permettre déjà une première mise en route interactive et également une activité de compréhension écrite puisqu'en dessous, il faut cocher les réponses en fonction des informations que l'on va pouvoir découvrir sur la carte professionnelle du guide. La dernière activité qui est là, eh bien, c'est une activité de production où là, on demande aux apprenants, au travers des informations qu'ils ont sur cette carte de la francophonie, eh bien, de rédiger quelques mots de présentation sur, chacune des personnes. Et une fois que vous avez assimilé cette manière de faire, double page orale, double page écrite, activité de mise en route, activité de compréhension, activité de compréhension, de production, eh bien, vous avez tout compris pour utiliser cette méthode. Toutes les autres doubles pages sont donc toujours présentées comme ça. Et puis, je terminerai enfin pour évoquer ce que disait Isabelle tout à l'heure. Vous avez toujours des petits pictos ici en bas à droite. Je m'entraîne sur l'application qui donc fait basculer sur une application numérique pour l'apprenant que voici. Où là, effectivement, si vous voulez, cette application numérique, c'est un peu l'équivalent d'un cahier d'exercice, mais ça va beaucoup plus loin parce que non seulement vous allez retrouver beaucoup d'exercices qui effectivement vont permettre à l'apprenant de renforcer ce qu'ils ont acquis en classe au travers des activités du livre de l'élève, mais vous avez également un lexique personnalisable. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dans ce lexique, par exemple, chaque apprenant va pouvoir disposer de tout le vocabulaire qui est abordé et qui est nécessaire pour acquérir le niveau A1. Et il va pouvoir mettre, s'il le souhaite, la traduction dans sa langue de manière à pouvoir rechercher plus facilement les mots ou le vocabulaire. Il y a également tous les audios qui sont disponibles. Et puis, il y a des petites vidéos. C'est une web-série toujours qui permet de renforcer les éléments socioculturels. C'est des petites vidéos de 1 minute 30 à peu près que les apprenants peuvent regarder. Alors, sur lesquels ne s'appuie pas la méthode ni l'apprentissage, mais que vous pourrez utiliser ou pas en classe ou que les apprenants pourront utiliser aussi ou regarder quand ils veulent et dans l'ordre qu'ils souhaitent. Je vais simplement vous montrer ici un petit exercice. Donc là, vous avez par exemple tous les exercices de l'étape 1 qui sont présentés. Ceux qui sont en gris ne sont pas encore faits.
Ceux qui sont avec un point orange sont commencés mais ne sont pas terminés. Et ceux qui sont en vert sont terminés, ils sont faits. Et là, vous avez un seuil de l'apprenant a un seuil de réussite qui est indiqué. Voilà, par exemple, au niveau d'un exercice de phonétique, comment ça se présente. Donc là, je vais écouter les différents logos qui sont présentés ici. Je dois les remettre dans l'ordre. Donc, je vais écouter. RER A. SNCF. RATP. OCDE. BNF. CPAM. Énergie. Voilà, j'estime que j'ai à peu près tout compris, que j'ai remis dans l'ordre et je valide mon score, ma réponse. Souhaitez-vous valider? Oui. Là, on m'indique que j'ai réussi à hauteur de 50% mon activité. Je peux alors décider de revoir mes réponses. On me précise quelles sont les réponses justes. Elles sont indiquées en vert. Et là, je peux décider de refaire, soit en gardant les réponses correctes, soit supprimer toutes les réponses et recommencer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très libre, très guidé, en fait, pour que l'apprenant puisse évoluer à son rythme, faire les activités, éventuellement les refaire s'il le souhaite, au moment où il le veut. Je vais simplement terminer également en vous présentant l'offre telle qu'elle est proposée pour la méthode. Alors, je vais me remettre, voilà, ici. Voilà. Donc, l'offre de À vous, c'est également un livre, c'est un livre plus une appli. Vous avez le livre de l'apprenant qui, lui, est disponible en librairie et les libraires qui vont se présenter tout à l'heure la connaissent. Et avec le livre est associée une appli numérique pour l'apprenant. Cette appli numérique, je vous l'ai présentée avec les activités, le lexique, etc. Elle est disponible sur ordinateur, sur tablette et sur smartphone. Et elle fonctionne en mode hors connexion, c'est-à-dire qu'une fois que l'apprenant l'a téléchargée sur sa tablette ou sur son ordinateur, eh bien, il n'a plus besoin d'être connecté à Internet pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment la méthode complète. Hein, le livre ne peut pas être dissocié de l'appli, puisque sur l'appli, il y a toutes les activités complémentaires au livre de l'apprenant, au livre papier. Et puis, pour l'enseignant qui le souhaite, il peut disposer d'une version numérique pour la classe, qui en fait est une version projetable du livre papier, mais avec une palette d'outils interactifs pour lui permettre de travailler en mode dynamique avec les apprenants, que ce soit aussi bien en classe ou bien sûr à distance, puisque là, en ce moment, ça peut être aussi une fonctionnalité particulièrement intéressante. Voilà, j'en ai terminé. Je vais passer la parole à Anne et arrêter de partager mon écran. Et je vous remercie également. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, on pourra y revenir tout à l'heure. Oui, merci Sylvie, merci Isabelle pour cette première partie de présentation. Est-ce que vous pouvez juste me faire un signe pour me dire si vous m'entendez bien? Oui, ok, super. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Alors, merci à tous d'être présents. Petite parenthèse, je suis ravie d'intervenir devant vous, surtout que les contacts avec les enseignants pendant l'année écoulée se sont malheureusement raréfiés en situation d'atelier. Donc, je suis très heureuse de vous proposer cet atelier aujourd'hui.
Le titre exact de notre atelier, Isabelle l'a présenté tout à l'heure, il s'agit de la formation à une certification réussie. Et le sous-titre ici, ce sera « Remettre les contenus de la certification au cœur de l'apprentissage ». Notre mode de travail, il va être assez similaire à celui qu'Isabelle vous a proposé, c'est-à-dire que nous allons mettre à votre disposition un Padlet. C'est Sylvie qui va vous le donner dans le chat. Et ce Padlet me permettra d'interagir avec vous au fur et à mesure des questions que je vais vous poser. S'il vous plaît, notez que j'ai mis sur le Padlet toutes les questions qu'on va couvrir ensemble, qu'on va essayer de couvrir ensemble. Néanmoins, n'y répondez pas tant que je ne vous ai pas donné le feu vert, sinon on va partir dans plusieurs directions à la fois. Alors, ce sous-titre, remettre les contenus de la certification au cœur de l'apprentissage. La première question que nous allons nous poser, c'est pourquoi? Alors, Isabelle vous a déjà donné quelques pistes de réponse tout à l'heure lors de son intervention. Je vous invite à aller sur le Padlet, sur le mur collaboratif qui est à votre disposition. Vous allez voir que son illustration va être en lien avec ce que nous allons aborder aujourd'hui. Et sur la gauche du Padlet, la première colonne, c'est bien cette question, remettre les contenus de la certification, avec une coquille, pardon, de la certification au cœur de l'apprentissage. Pourquoi? Je vous laisse donner quelques éléments de réponse dans cette première colonne du mur collaboratif. Alors, je vois qu'il y a des connexions qui se font. Je vous vois apparaître sur le Padlet. La question est tout à gauche. C'est la première colonne. Éviter le bachotage. Bravo. D'autres éléments de réponse? Alors, à part éviter le bachotage, qu'est-ce qu'on pourrait, quelle finalité on pourrait voir à remettre les contenus de la certification au cœur de l'apprentissage? Donner du sens, tout à fait, donner du sens. Préparer de manière progressive les apprenants à la passation des examens, oui, tout à fait, pour que ça n'arrive pas finalement en fin de parcours. Pour mieux suivre le processus d'apprentissage, oui, tout à fait. Utiliser les certifications dans le but, justement, de suivre ce processus. D'autres réponses qui vous viennent? Alors, sortir du bachotage, ça, vous l'avez signalé. Il y a aussi ce que moi, j'ai appelé éviter la perception de la certification sanction. Je pense que dans nos échanges avec nos apprenants, qu'il s'agisse de plus jeunes ou bien d'adultes, on a déjà eu cette impression que la certification, finalement, c'est seulement un passage obligé à la fin de l'apprentissage, mais on perd de vue en fait sa finalité première, qui est quand même de mettre en évidence la réalisation de tâches et d'actes de parole. Alors, je jette un œil sur le Padlet. Si je lève les yeux, c'est parce que mon écran est un petit peu en hauteur. Dédramatiser la passation d'un examen, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça revient à éviter la perception de la certification sanction, donner de la cohérence, tout à fait. Intégrer la certification comme un passage naturel. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses sur le mur collaboratif. Le dernier point que je voulais aborder, c'était aussi fonctionner avec la perspective actionnelle, puisque la perspective actionnelle, elle a pour objectif de remettre l'apprenant dans sa position d'acteur social, en train de réaliser des tâches dans le monde réel et pas seulement dans sa salle de classe. Et cette perspective actionnelle, elle est au cœur de la rédaction des tâches d'évaluation. Donc, en liant la perspective actionnelle dans nos cours, en plus de celle qui est présente dans les certifications, cela permet de dédramatiser en fait la certification et de mettre ces contenus au cœur du processus de formation, au cœur de l'apprentissage. Merci beaucoup pour vos réponses très complètes.
Alors aujourd'hui, nous allons faire un focus avec un cas pratique. Je vais vous proposer un cas pratique sur l'épreuve de production écrite. Et on va poser notre regard sur les niveaux B1, B2 et C1. J'avais cru comprendre que vous étiez notamment très intéressé par le DALF, donc n'hésitez pas à proposer, lorsque je vous interrogerai, des réponses d'abord liées au niveau C1, avant de peut-être passer au B2 ou au B1. En tout cas, on pourra couvrir ces niveaux ensemble en fonction des réponses que vous apporterez sur le mur collaboratif. Donc, je vous rappelle, notre cas pratique va se concentrer sur l'épreuve de production écrite. Afin de travailler dans les meilleures conditions possibles, je vous propose de revenir ensemble sur les bases, de manière à ce qu'on ait tous le même langage et qu'on parle tous de la même chose. Vous savez bien sûr que les épreuves des certifications sont composées de tâches. Alors, dans l'approche actionnelle, quelle est la définition d'une tâche, ou plutôt, quelles sont ces 3 caractéristiques? Alors, je vous invite à revenir au mur collaboratif et à mettre dans la deuxième colonne quelles sont les 3 composantes ou les 3 caractéristiques de la tâche. Vos réponses. Ah, je vois que vous revenez sur le Padlet. Je vois les petites icônes apparaître. Quelles sont les 3 caractéristiques d'une tâche dans l'approche actionnelle? Normalement, ce doivent être des réponses assez courtes. Situation de la vie réelle. OK, rôle social. Alors, très bien. Et les trois composantes de la tâche. Que doit avoir une tâche? Une mise en contexte. Bravo. Donc là, on est sur la première composante. La première composante de la tâche, c'est qu'elle est bien sûr en contexte. Alors, il nous reste 2 composantes. Une situation de communication, un besoin de communiquer et un destinataire. Alors, plutôt que besoin de communiquer, on s'approche très fort de ce que je recherche ici, mais plutôt que besoin de communiquer, je parlerai plutôt d'un objectif, en fait, ou d'un but, donc d'un objectif à atteindre. C'est la deuxième composante de la tâche. Donc, une tâche est composée d'un contexte, elle est mise en contexte, pardon, elle présente un but ou un objectif à atteindre, et quelle serait sa troisième composante ? Quand on poursuit un objectif, c'est pour aller jusqu'à un. Ça commence par un R. J'essaie d'être un peu prescriptrice. Quand on a réalisé la tâche, on arrive à un résultat. Voilà, merci beaucoup. Bravo pour les participants au Padlet. On est arrivé à nos 3 composantes de la tâche. Donc, une tâche, bien sûr, c'est une situation en contexte. C'est une situation qui poursuit un objectif et qui nous permet d'aboutir à un résultat. Très bien. Donc, quand je vais vous demander tout à l'heure de passer à la conception d'une tâche, vous garderez ces 3 éléments en tête. Passons aux éléments suivants. Alors, puisque nous souhaitons remettre les contenus de la certification au cœur de l'apprentissage, il faut que nous ayons bien en tête ces contenus justement. Alors, à vous, quels sont les actes de parole qui sont attendus dans l'épreuve de production écrite du DELF B1, du DELF B2 ou du DALF C1? Donc ici, je vous demande, dans le mur collaboratif, sur le mur collaboratif, de m'indiquer les actes de parole attendus dans l'épreuve de production écrite par niveau. Donc, s'il vous plaît, commencez votre étiquette en indiquant le niveau dont vous souhaitez discuter. Quels sont les actes de parole que l'on trouve dans l'épreuve de production écrite du DELF B1, du DELF B2 ou du DALF C1? N'oubliez pas d'indiquer de quel niveau vous parlez. Ah, je vois les petites icônes qui s'agitent.
Vous pouvez commencer bien sûr par un seul niveau, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des réponses pour les 3 directement. Si vous avez des éléments en tête sur les actes de parole de la production écrite, par exemple du B2, n'hésitez pas à le noter. B1, donner son opinion, argumenter. Alors, un peu plus donner son opinion que argumenter. Mais en effet, on est sur la bonne voie. D'autres réponses? B1, donner son opinion et la justifier. Voilà, très bien. B2, argumenter. En effet, le terme argumenter, il est beaucoup plus lié au niveau B2 en termes d'actes de parole. Est-ce que quelqu'un aurait des pistes pour le C1? B1, raconter un événement, exposer des raisons. Oui, justifier, tout à fait. On a déjà des choses pour le B1 et pour le B2. Est-ce que quelqu'un aurait des éléments pour le C1? B1, exprimer des sentiments, tout à fait. Alors, il nous en manque un là sur les niveaux qu'on est en train de traiter. Et normalement, c'est le niveau pour lequel vous êtes le plus motivé aujourd'hui. Alors, sur le niveau C1, alors attention, je vois qu'il y a une réponse dans une autre colonne. Alors, le C1, s'exprimer sans effort sur un sujet. Alors là, s'exprimer sans effort sur un sujet, il s'agit plutôt d'une compétence. Je vais vous demander de rester dans la 3e colonne du mur collaboratif. Je vais déplacer vos étiquettes d'ailleurs. Hop. Je vais déplacer les étiquettes moi-même, comme ça, on va parvenir à retrouver les éléments. Alors, au niveau C1, on disait s'exprimer sans effort sur un sujet. S'exprimer sans effort, c'est plutôt une compétence, ce n'est pas vraiment un acte de parole. Tandis que ce qu'on proposait d'autres personnes, c'est-à-dire par exemple défendre son discours, oui, là, il s'agit d'un acte de parole, comparer des opinions variées. Alors, plus que comparer des opinions variées en C1, il s'agit plutôt de synthétiser, voilà, très bien, c'est-à-dire de rapporter les idées d'autrui, les rapporter avec fidélité, mais en ayant un esprit de synthèse. Très bien. Alors, on arrive à la fin de vos réponses ici, à moins que je vois une étiquette en train de se former. DALF C1, s'exprimer sur des sujets complexes. Alors, de nouveau, s'exprimer sur des sujets complexes, il s'agit plutôt d'une compétence. Ce n'est pas exactement un acte de parole. Sur les actes de parole, on aurait plutôt synthétisé, défendre son discours, argumenter de façon précise, etc. Je vais synthétiser nos idées. Donc, au niveau B1, on avait bien comme acte de parole exprimer une opinion, un sentiment ou rapporter une expérience. Au niveau B2, c'était le mot argumenter qui était revenu le plus souvent. Et au niveau C1, c'est rapporter la pensée d'autrui, reformuler, synthétiser et puis argumenter avec un niveau de précision et de nuance supérieur. Voilà les actes de parole attendus. Maintenant, ces actes de parole, nous les avons définis. Nous avons notre liste de contenus que nous souhaitons mettre au cœur de l'apprentissage. Alors maintenant, passons à la mise en contexte. Dans quel contexte de la vie réelle peut-on mettre en œuvre ces actes de parole? Est-ce que vous avez des exemples concrets, des exemples précis qui seraient adaptés au B1, au B2, au C1? Donc, dans quelle situation de la vie réelle, il y a une personne qui a son micro ouvert, attention. Dans quelle situation de la vie réelle mettons en œuvre le fait de donner son opinion, par exemple, le fait d'argumenter, le fait de synthétiser un discours? Est-ce que vous avez des exemples? Des contextes de la vie réelle, des contextes qui peuvent être proches de la vie de vos apprenants? Bien sûr, vous avez l'espace de réponse sur le mur collaboratif. C'est la colonne suivante. Dans un débat, d'accord, dans un contexte de débat, est-ce que la personne qui a écrit un débat pourrait indiquer à quel niveau elle associe ce contexte? En B1, un débat, c'est peut-être difficile. À l'université, d'accord.
Alors, un exemple de contexte, une personne qui a mis en B1 réclamait des améliorations dans un contexte scolaire. Bravo, c'est très bien. Donc, le contexte scolaire dans lequel on propose, on va échanger peut-être avec des adultes, avec des personnes de l'administration, de manière à obtenir des améliorations, d'accord? C'est un contexte déjà bien fourni. C1 dans un environnement académique, d'accord? Pensez un peu aux tâches du DELF que vous connaissez. Par exemple, les tâches du DELF B2, elles sont dans quel contexte généralement? Les présentations qu'on propose, elles sont proposées dans quel contexte? La lettre de motivation, d'accord? Donc, c'est plutôt un contexte professionnel. J'ai vu apparaître la lettre de motivation, j'ai déplacé l'étiquette dans la bonne colonne. La lettre de motivation dans un contexte professionnel, tout à fait. D'autres idées? Comme je vois que le temps file, on va avancer sur ce point. Donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est que nous avons défini les attendus de la certification. Nous savons quels attendus nous voulons mettre au cœur de l'apprentissage. Et maintenant, nous avons réfléchi ensemble à des contextes de la vie réelle dans lesquels ces actes de parole pourraient être mis en œuvre. Alors, afin de travailler ensemble, moi, je vais vous proposer un contexte et une situation d'apprentissage. La situation d'apprentissage, ça va être un cas pratique dans une classe de français langue étrangère. Cette classe, on va l'imaginer, hein, je vais vous demander de faire un effort de projection. Il va s'agir d'une classe d'une quinzaine d'apprenants que nous considérons comme de grands adolescents, avec des parcours peut-être hétérogènes, et avec lesquels nous souhaitons remettre les contenus des certifications, donc du B1 au C1, au cœur de l'apprentissage. Le contexte, je l'ai défini pour vous. Voici une mise en contexte du projet que je vous propose. Alors, pour certaines personnes, ça apparaît peut-être en petit. Je vais donc le lire oralement. Alors, mise en contexte du projet, dans le quartier du lycée, les riverains sont mécontents car de nombreux jeunes pratiquent des sports de glisse sur les trottoirs et dans la rue. Voilà, ça c'est vraiment une situation de la vie réelle, ancrée dans la vie en société. Afin de pouvoir poursuivre leur passion tout en maintenant de bonnes relations avec le voisinage, les jeunes skateurs souhaitent sensibiliser leurs camarades, les riverains et la municipalité à la création d'un espace dédié à la glisse urbaine, autrement appelé skatepark. Vous faites partie de ce groupe de passionnés et décidez de publier des articles sur un blog pour appuyer votre projet. Alors le « vous », bien sûr, s'adresse à notre groupe d'apprenants, la quinzaine d'apprenants que nous avons dans notre classe. Est-ce que la situation est claire pour tout le monde? Je jette un coup d'œil dans le chat. Il n'y a pas de questions pour le moment? Ça a l'air d'être clair. Donc, mise en situation, conflit de voisinage, des jeunes qui souhaitent pratiquer leur sport et puis qui ont besoin d'un espace dédié et des riverains qui peut-être vont demander à s'adapter à leurs contraintes. Maintenant que nous avons cette mise en contexte qui va permettre de proposer des tâches, nous connaissons les actes de parole que nous attendons au niveau B1, B2 et C1. C'est pour parvenir à réaliser ces actes de parole. Quels sont les moyens linguistiques nécessaires? Donc, quels sont les moyens linguistiques nécessaires au niveau B1 pour donner son opinion et se justifier ou rapporter une expérience? Quels sont les moyens linguistiques nécessaires au niveau B2 pour argumenter? Quels sont les moyens linguistiques nécessaires au niveau C1 de manière à synthétiser la pensée d'autrui ou à argumenter de façon précise? Je vous invite à retourner au mur collaboratif et à proposer des moyens linguistiques. N'oubliez pas à chaque fois de mettre le niveau pour lequel vous vous exprimez. Essai, rapport, texte éditorial. Alors ici, il s'agit plutôt de type de texte. Moi, ce que je vous demande, ce sont des moyens linguistiques. Donc, quels sont les outils de la langue dont j'ai besoin pour réaliser le résultat? Pour tous les niveaux, par exemple, les connecteurs logiques, entièrement d'accord. Alors, les listes de connecteurs logiques, je pense qu'on en a tous fait souper nos apprenants. On les connaît bien pour le B1, pour le B2, pour le C1, etc.
Alors, d'autres moyens linguistiques que celui-ci? N'hésitez pas à aller sur le mur collaboratif, hein. Je vois que tout le monde n'y est pas connecté. Ce lien, en plus, vous pourrez le conserver pour avoir la trace de l'atelier d'aujourd'hui. Alors, tous les temps verbaux, c'est peut-être pas vrai au B1. En revanche, à partir du B2 ou du C1, tout à fait. Le subjonctif et le conditionnel, donc ça, c'est oui, parmi les temps verbaux. N'oubliez pas d'indiquer le niveau pour lequel vous vous exprimez. Les registres de langue, d'accord, la maîtrise du registre de langue. Mais ça, c'est pas exactement quelque chose qu'on fait au niveau B1. C'est plutôt à partir du niveau B2 avec une lettre formelle, par exemple, ou au niveau C1. Des verbes pour donner son opinion. Oui, tout à fait, ce sont des moyens linguistiques dont on a besoin. L'expression de l'opinion. Encore 2-3 exemples. Le lexique correspondant à la situation. Oui, tout à fait. On va revenir dans quelques instants plus précisément sur le lexique. Encore 1 ou 2 étiquettes sur les moyens linguistiques dont on pourrait avoir besoin pour faire une argumentation, par exemple. Je vois des petites icônes qui cherchent l'inspiration. Un discours structuré et clair, hein, d'accord. Alors, pour produire un discours structuré et clair, en effet, on va avoir besoin de moyens d'exprimer sa pensée, des connecteurs, etc. Tout à fait, l'étiquette, les éléments de paragraphe, l'introduction, la conclusion, tout à fait, ça, ce sont des éléments linguistiques et pragmatiques qu'il va falloir maîtriser. Les degrés d'intensité, les adverbes, etc. Voilà, là, on est bien dans le registre des moyens linguistiques. Merci beaucoup pour cette liste, même si bien sûr, elle serait à compléter pour plus de précision. Je voudrais vous montrer ce que nous proposons en fait pour la mobilisation des moyens linguistiques. C'est-à-dire que dans la collection examen, nous considérons qu'il s'agit d'outils. C'est la raison pour laquelle nous mettons à la disposition des apprenants des boîtes à outils. Je vous jette ici quelques exemples de boîtes à outils et donc de moyens linguistiques adaptés par niveau. Je pense que la diapositive est peut-être un peu petite pour certains d'entre vous. Je vais la commenter rapidement. Ici, vous voyez des moyens linguistiques et des outils adaptés au niveau B1. Par exemple, la boîte à outils en haut à gauche, les connecteurs argumentatifs ou de reformulation. Sur la colonne de droite, excusez-moi, la boîte à outils qui sert à exprimer une idée ou une opinion. Donc, ces boîtes à outils, ce sont des éléments qui permettent à l'apprenant d'avoir des outils dans lesquels piocher de manière à réaliser sa tâche ou son acte de parole. D'autres exemples au niveau B2, mais ce sont notamment des exemples que vous avez cités. Hein. Comment dire, rédiger une introduction ou une conclusion, les connecteurs logiques. Ça peut être par exemple les formules de politesse, c'est la boîte à outils qui est sur la droite avec les formules d'appel et de prise de congé. Donc, tous ces outils-là, vous devez les mettre à la disposition de vos apprenants de manière à réaliser les tâches et à remettre les attendus de la certification au cœur de l'apprentissage. Quelques boîtes à outils de niveau C1, par exemple la boîte à outils sur la problématique en haut à gauche, qui est cruciale à ce niveau, ou des boîtes à outils sur la construction du texte, ou bien sur la prise en compte d'une opinion opposée. Donc ça, ce sont des éléments qui pourront être utilisés, vous voyez, avec un niveau de précision encore supérieur à vos propositions que l'on pourrait compléter avec celle-ci. Très bien, nous avançons dans notre réflexion. Nous avons les attendus, nous avons les moyens linguistiques pour y parvenir. On va passer à la mobilisation de la compétence lexicale. Mais là, c'est moi qui vais garder. Je voudrais aller très vite parce que j'aimerais qu'on passe à la tâche finale. La mobilisation de la question lexicale, en fait, c'est se rappeler comment caractériser le lexique utilisé par les apprenants selon les niveaux. Alors là, pour les niveaux que nous traitons, par exemple, au niveau B1, on pourrait qualifier le lexique de standard.
Au niveau B2, il s'agit d'un lexique qui est plutôt qui est concret et abstrait, ou qui peut être aussi spécialisé dans le domaine que l'étudiant, que l'apprenant maîtrise. Au niveau C1, on va avoir un lexique qui sera bien sûr précis, qui sera aussi idiomatique. Compte tenu du contexte de la production, quels champs lexicaux vont être mobilisés ici? Alors, vous vous souvenez de notre contexte, on a ces jeunes qui veulent créer un skatepark dans leur quartier. Donc, sur les champs lexicaux mobilisés, on peut partir bien sûr des sports urbains, on peut partir sur l'urbanisation, on peut partir sur la création d'un projet, d'un chantier, la construction, etc. Je passe très rapidement là-dessus afin qu'on puisse travailler ensemble sur la dernière partie de l'activité que je vous propose. Une petite parenthèse pour vous proposer des moyens de mobiliser les champs lexicaux de vos apprenants dans la situation d'apprentissage. Par exemple, au niveau B1, grâce à l'image. Alors, je n'ai pas trouvé d'image de skatepark qui soit suffisamment complète pour vous la proposer ici, mais vous voyez ici avec cette image de journée à la plage. Au niveau C1, par exemple, pour mobiliser le vocabulaire des apprenants, on peut passer par la définition, la reformulation, la recherche de synonymes, l'explication d'expressions idiomatiques, etc. On arrive à ce que nous souhaitons mettre en évidence aujourd'hui. C'est pour réaliser ce projet, quelles tâches de production écrite pourriez-vous proposer à des apprenants de niveau B1, de niveau B2 ou de niveau C1? Et je vous invite à proposer une consigne type DELF B1, DELF B2 ou DALF C1. Donc, quelles tâches de production écrite vous pourriez proposer en rapport avec le contexte? Ce que je vais faire, c'est que pour que vous puissiez répondre sur le mur collaboratif, je vais vous remettre le contexte dans lequel nous travaillons, avec cette situation conflictuelle dans le quartier entre riverains et le groupe de jeunes sportifs. Alors, à vous, vous avez la question qui est affichée sur le mur collaboratif sur le Padlet. Il s'agit de la dernière colonne. Pour réaliser ce projet, quelles tâches de production écrite pouvez-vous proposer à des apprenants, selon les niveaux, et proposer une consigne? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit que la tâche, elle était composée d'un contexte, d'un objectif et d'un résultat. Donc, à vous, quelle consigne pourriez-vous proposer à cette tâche selon le niveau? Ça va probablement vous demander un peu plus de réflexion. On peut se donner 5-10 minutes pour réaliser ça. Ah, toutes les icônes ont disparu du Padlet. Je pense que je vous ai fait peur. Je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas à vous lancer. Hein. L'important, c'est qu'on travaille ensemble. Une tâche de niveau B1 qui permettrait de répondre à la problématique posée par le contexte. Vous inquiétez pas, je vous en proposerai. Hein. Mais essayez de faire des propositions. Alors, lettre de motivation pour obtenir un emploi. Je suis d'accord, il s'agit bien d'une tâche, même si ici elle est un peu incomplète. Cependant, elle n'est pas en lien avec le contexte des jeunes sportifs qui veulent obtenir la création d'un skatepark dans le quartier. Il faudrait que votre proposition elle soit mise en contexte. Alors ici, on a une
Une étiquette qui apparaît, adresser une demande au conseil municipal pour la création de l'espace jeunes sportifs. Alors, je suis d'accord avec vous, ici, on s'approche vraiment du résultat au niveau B2. Adresser une demande au conseil municipal, donc là, on a bien une mise en contexte avec un destinataire identifié. Ce sera le conseil municipal ou peut-être le maire directement, pour demander la création de l'espace jeunes sportifs. Évidemment qu'il faudra argumenter en faveur de ce projet. Une proposition de tâche de niveau B1, donner son avis sur un forum sur le projet. D'accord, c'est peut-être un peu large. Il faudrait peut-être recontextualiser la demande en disant que la personne qui écrit est elle-même un jeune sportif, ou alors cette personne est elle-même un voisin qui est concerné par le problème. Parce que sinon, si on donne son avis de façon générale, ce sera peut-être un peu moins intéressant. Présenter les problématiques de votre demande et vous donner les arguments pertinents. Voilà, ce serait la suite de la consigne. Alors, je vais la déplacer comme ça, elle va arriver. On va mettre cette étiquette juste sous celle du conseil municipal, de manière à mettre les choses en ordre. Une proposition de niveau B1, rédiger des flyers à distribuer dans le quartier avec les arguments en faveur du projet. Bravo, voilà, on a une première tâche, une seconde tâche, pardon, après celle du conseil municipal, qui est tout à fait en lien avec le contexte. Créer une campagne publicitaire de l'espace jeunes sportifs. Alors attention au DELF, on ne demandera jamais de créer toute une campagne publicitaire, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Néanmoins, c'est un beau projet de classe. Écrire une lettre de demande au maire, d'accord. Réagir sur un forum à propos du tri du déchet dans notre ville. Alors ici, on n'est pas sur la problématique du tri du déchet, mais du tri des déchets, mais c'est vrai que c'est une tâche qui correspondrait à l'argumentation, peut-être au niveau B2 ou plus simplement au niveau B1. Alors, le niveau C1, une personne qui a proposé un rapport sur les différents points de vue, sur le fait de respecter une loi, par exemple. Donc là, ce que vous proposez, en tout cas ce que je comprends, ce serait de synthétiser les idées des différentes parties prenantes de manière à en constituer un rapport. D'accord, on s'approche vraiment de la tâche de niveau C1 dans sa complexité, dans sa nuance également. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? En tout cas, bravo pour les premières étiquettes que vous avez rédigées. Vous voyez dans la tâche, hein, c'est vraiment important d'avoir ces trois éléments, le contexte, l'objectif et le résultat. Si on prend par exemple la tâche de niveau B2 qui nous a été proposée, le contexte, il est très clair. L'objectif, c'est bien de faire ouvrir ou de faire construire cet espace pour les jeunes sportifs. Et le résultat, ce sera la lettre finale ou bien le message adressé au maire ou au conseil municipal. Alors, au niveau C1, je vois de nouvelles étiquettes qui sont apparues. La synthèse à partir de 3 documents de différentes sources sur le projet. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on pourrait proposer, peut-être une source émanant de la municipalité, une source émanant des riverains ou des voisins directement concernés, et puis une source en provenant du groupe de sportifs. En C1, proposer un projet de loi pour développer les skateparks dans la ville. Alors de nouveau, peut-être que le projet de loi, c'est un petit peu ambitieux pour une tâche de DALF. Néanmoins, ça pourrait être utilisé comme une tâche d'apprentissage plutôt qu'une tâche d'évaluation. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors je vois que les petites icônes ont disparu. Je crois que votre inspiration pour le moment a déjà été bien sollicitée. Alors, je vais vous proposer quelques tâches pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Et puis, vous allez voir qu'on va se retrouver avec des tâches très proches de sujets de DELF ou de DALF. Alors, je reviens à ma diapositive de tout à l'heure sur la proposition de tâches. Alors, des exemples de tâches. Voici un exemple au niveau B1. La formulation est peut-être un peu longue. En classe, ça ne pose pas trop de problème. En tant que jeune skateur, vous écrivez un article pour apporter vos témoignages sur les sports de glisse urbaine. Donc, on revient tout à l'heure à notre idée de retour d'expérience.
Vous donnez également votre opinion sur la création d'un skatepark dans votre quartier et tentez de convaincre vos camarades de soutenir ce projet et le développement de cette activité sportive. Alors peut-être que la dernière partie sur le fait de convaincre ici est un petit peu difficile pour néanmoins sur la première partie de la consigne, avec le retour d'expérience ainsi que l'expression de l'opinion, on retombe tout à fait sur nos pieds avec les attendus du niveau. Une proposition de niveau B2, vous souhaitez que votre ville mette à disposition un lieu dédié au sport de glisse urbaine. Vous écrivez une lettre ouverte au maire de votre commune pour lui présenter votre idée et le convaincre de soutenir le projet. On retombe tout à fait sur votre proposition de tout à l'heure. Une idée au niveau C1. Alors cette fois-ci, on entre dans la complexité et la nuance. Pour appuyer le projet de création d'un skatepark, vous rédigez un article détaillé destiné aux habitants de la commune. Vous insistez sur l'importance de l'intégration de toutes les manifestations de la culture urbaine contemporaine, sport de glisse, street art, etc., dans les projets municipaux d'urbanisation. Vous voyez, on voit bien la gradation du niveau entre les tâches qui sont proposées ici, avec des éléments de plus en plus complexes, et néanmoins qui nous permettent de travailler exactement les attendus de la certification pour la production écrite, comme nous l'avions mise en pratique aujourd'hui. On arrive à la fin de notre atelier. Alors, éventuellement, on aurait pu faire des tâches de production orale également. Là, je pense qu'on a déjà beaucoup d'éléments pour aujourd'hui. Ce que je voudrais faire avant de conclure, c'est vous présenter la collection examen que j'ai le plaisir de diriger pour les PUG. Et je vais commencer par vous dire ce que la collection examen n'est pas. Mon premier réflexe, c'est de vous faire un petit portrait en creux sur ce que vous n'allez pas trouver dans cette collection examen, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'attente déçue. Alors, en premier lieu, ce ne sont pas des ouvrages qui présentent les certifications de manière descriptive. Les descriptions des certifications, elles sont partout sur Internet. On les trouve sur les sites Internet des organismes certificateurs. Et même si ce sont quelques éléments qui peuvent être repris en introduction, bien sûr, ce n'est pas le centre de l'ouvrage. La collection examen, ce ne sont pas des annales de certification. Il ne s'agit pas d'une liste de sujets qui auraient été proposés les années précédentes. Ce ne sont pas non plus des recueils de sujets d'entraînement. Évidemment que des sujets d'entraînement seront proposés, néanmoins, ce ne sera pas la partie principale de l'ouvrage ou du travail qui sera proposé. Et enfin, ce ne sont pas des ouvrages qui considèrent les certifications comme une fin en soi, mais je pense que vous avez acquis cette conviction également tout au long de l'atelier. Dans la collection examen, ce que vous allez trouver, ce sont des ouvrages qui mettent l'apprenant au cœur de son apprentissage, de la même façon que nous l'avons fait cet après-midi. C'est une approche qui est sous l'angle méthodologique, et c'est vraiment là-dessus que je veux insister. C'est un travail en fait sur les contenus de la certification, mais à partir de l'angle méthodologique, ce qui permet de construire une progression en classe et d'appréhender la certification avec beaucoup de confiance le jour de l'examen. Évidemment que cette collection examen contient un rappel des éléments de référence. Il s'agit des fameuses boîtes à outils. Tout à l'heure, je vous ai projeté certaines de ces boîtes à outils dans les diapositives pour vous donner envie un petit peu d'aller approfondir ce sujet. Et ces boîtes à outils sont les éléments particulièrement utiles et particulièrement utilisés par les enseignants qui nous font des retours sur l'ouvrage. La collection, elle est destinée à une utilisation en autonomie ou en classe. Personnellement, de par mon réseau, j'ai beaucoup plus de retours d'enseignants, bien sûr, que d'apprenants. Et les enseignants qui se sont appropriés ces ouvrages ont pu mettre en place des progressions sans forcément la tourner vers la certification, mais en tout cas pour la réalisation des attendus des niveaux. La collection examen, actuellement, elle compte 5 ouvrages, 5 petits frères et sœurs. Alors, les premières parutions en 2017 et 2018 concernaient le DELF B1, B2
et le DALF C1, C2 avec l'ouvrage de préparation à l'épreuve de production écrite du DELF B1, B2 et celui de la méthodologie de production écrite pour le DALF C1 et C2. La sortie la plus récente en 2021, il s'agit de l'ouvrage en vert que vous voyez sur la gauche, Préparer le DELF B2, dont je vais vous parler dans un instant. Les ouvrages sur les DUF B1 et B2 sont également disponibles. Néanmoins, ils sont un peu moins distribués à l'international. Il s'agit plutôt de certifications passées par les étudiants qui se situent déjà en France. Néanmoins, ça peut vous intéresser d'un point de vue méthodologique. Je reviens juste un instant sur le petit dernier de la collection, c'est-à-dire préparer le DELF B2 sur la méthodologie des épreuves de compréhension orale et écrite. Comme Isabelle l'a rappelé tout à l'heure, les épreuves de compréhension du DELF ont été en plein bouleversement et donc changent à cette période en ce moment. Et pour la production orale et écrite du B2, c'est un grand bouleversement puisqu'il n'y a plus de questions ouvertes, mais uniquement des questions à choix multiples. Donc pour faire appréhender cette nouvelle méthodologie aux apprenants, les deux auteurs, Samuel Bouac et Florian Petit, ont conçu un ouvrage dont le cœur vraiment correspond au deuxième point sur la liste de droite, c'est-à-dire des conseils méthodologiques, des boîtes à outils et des cartes mentales pour réussir cette partie de la certification. Évidemment qu'il y aura une courte présentation des épreuves, des fiches d'entraînement ou des propositions de sujets d'examen, mais le cœur de notre collection, ça reste toujours les conseils méthodologiques, les boîtes à outils et la progression à l'intérieur de l'apprentissage. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et puis je réponds avec plaisir aux questions qui pourraient se poser. N'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Et je repasse la parole à Caroline, je crois. Oui, merci Anne. Caroline, je peux juste dire un petit mot une petite remarque? Bien sûr. Avant de continuer, juste Isabelle, Anne, est-ce que tu peux arrêter de partager ton écran? Voilà, très bien, merci beaucoup. Bien sûr, Isabelle. Merci beaucoup. Juste pour signaler un point important en conclusion à tout l'atelier, du bel atelier que nous a proposé Anne et de la collection qu'elle dirige, c'est que moi j'ai eu un retour d'enseignants qui m'ont dit qu'ils utilisaient les ouvrages d'ELF, DALF ou du DUF comme manuel de classe en base de cours. C'est-à-dire que les apprenants avaient que ce livre à acheter et avec ce livre arrivaient à couvrir des programmes DELF, DALF et C1, C2 avec bien sûr des compléments puisés sur Internet. Mais ils utilisent ces manuels non pas comme des ouvrages complémentaires, mais comme une méthode, un manuel intégré directement à la classe. Merci. Merci Isabelle pour ces précisions. Merci à toutes les deux pour cette présentation et tout le partage très riche. Donc on passe maintenant au volet échange, questions, réponses, remarques, suggestions. Donc n'hésitez pas pour éviter la cacophonie à lever la main si vous souhaitez activer votre micro ou utiliser le chat et donc je pourrais faire la médiation avec Anne et Isabelle. Vous avez été tellement clairs qu'il n'y a pas de questions, Isabelle et Anne. Je ne vois pas de main levée. Ça peut être aussi des commentaires, des remarques, un partage d'expérience. Bon, dis donc. Je pense que l'atelier était très riche et suffisamment peut-être clair pour que les collègues n'aient pas des points à éclaircir. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, vous pouvez poser des questions ou proposer un échange
sur un point concernant les certifications. Bon. Non, ça a été très intéressant. Ça a été très intéressant. La manière de présenter, n'est-ce pas? Et la manière de traiter la préparation dans les méthodes. Merci. Cette organisation de boîte à outils, d'étapes, etc., très, très intéressant. Merci Maria Cristina. Merci beaucoup et je pense, Caroline, qu'on pourra mettre à votre disposition le PowerPoint avec le déroulé de l'atelier. Bien sûr. Nous, on a enregistré la rencontre qui sera diffusée sur le site, la chaîne YouTube de l'Institut français d'Argentine. Et bien évidemment, Anne et Isabelle, si vous voulez me partager vos présentations, je pourrai également les diffuser auprès de nos enseignants. Avec plaisir. Très bien. Écoutez, on va passer à la dernière partie de ce webinaire, donc avec les librairies. Donc là, je passe en langue espagnole puisque nos collègues ne parlent pas français. Donc Priscila, bienvenida. ¿Acá estás? Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya te dejo la palabra. Buen día. Bien, no, pensé que iban a empezar los chicos de las 1001 hojas, pero acá empezamos, no hay ningún problema. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Priscila, yo soy referente de idiomas no inglés para SBS Librerías. Estamos presentes en las principales ciudades del país. También tenemos nuestro canal mayorista, por lo cual pueden comprar en la ciudad donde se encuentran, en las librerías con las que están habituados, pero en cualquiera de los casos, ya sea comprando en SBS o comprando en las librerías en las que suelen adquirir ustedes el material, necesitamos tener la información del material que van a estar usando para poder proveer a estas librerías de las que les estamos hablando. Yo les voy a poner ahora en el chat mi mail para que lo tengan de contacto para lo que sea que necesiten en lo que sea referente a la adquisición de material. Ahora, mientras les sigo hablando, Romina, que está acá conmigo, les va a poner un link en el chat para que puedan completar. Vamos a estar sorteando ahora, cuando terminan de completar todos con sus datos, unas gift cards para que puedan usar en la página web, desde el lugar del país en el que se encuentren, y puedan adquirir el material que deseen, ya sea en francés o si quisiesen comprar algo en castellano también podría ser. Yo en todos los encuentros en los que estuve presente, que ya es el último encuentro del atelier, les hice mucho hincapié en esto de poder contar con la información del material que necesitan para que esos libros puedan estar cuando ustedes se los pidan a los alumnos. Esa información para nosotros es esencial. Es la única forma de que el material esté en tiempo y forma. Así que bueno, los invitamos a completar el formulario que ahí les copió Romina, y también a que se pongan en contacto con nosotros para podernos informar qué es lo que están necesitando. Si bien nosotros visitamos activamente en las ciudades donde estamos a través de las sucursales, por ahí no llegamos a todo el país, entonces ahí es donde más necesitamos la información por parte de ustedes. Así que bueno, les damos un segundito para que terminen de completar. No sé, Romy, si a vos ya te aparece cuántas personas lo completaron el formulario. Están completando, tengo aproximadamente unas 10 personas hasta el momento. Hola a todos. A ver. 12. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer mientras tanto sobre el tema libros y adquisición del material. Si quieren, Priscila y Romina, mientras completan el formulario, les cedo la palabra a la librería 1001 hojas y al final Perfecto. cerramos. Perfecto, con el sorteo. Bien. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Lucas. Carolina, gracias. Gracias por invitarnos y participar a la charla. Gracias a todos y a todas por estar escuchando. Bueno, queremos comentarles que ya tenemos disponibles de la editorial los libros para rendir los exámenes del
IDALF B1, B2, C1 y C2, ya los tenemos disponibles en la librería. Del mismo modo, y escuchaba que hablaban hace unos momentos del método AGU, lo tenemos disponible, lo recibimos felizmente con la novedad de que viene con una aplicación reemplazando a los métodos anteriores que venían con CDs o DVDs de esta editorial u otras editoriales, que era un comentario frecuente que recibíamos de docentes y alumnos que no tenían forma de reproducirlo. Asimismo, tenemos mucho más material de la editorial disponible, por ejemplo, juegos de teatro, juegos de roles, libros para complementar otros tipos de estudios universitarios, como libros para complementar estudios de ingeniería. Bueno, como saben, la librería cuenta con la mitad del catálogo de libros franceses. Tenemos todo tipo de libros, no solo métodos de estudio, libros de literatura, poesía, arte. Traemos también libros a pedidos desde Francia y podemos hacer envíos a todo el país. Los envíos los hacemos por medio de Mercado Libre, o también para quienes no utilicen Mercado Libre, lo podemos hacer por medio de correo OCA a lugares que no llega a Mercado Libre, incluso como algunas partes de Tierra del Fuego, o a donde lo necesiten que se los enviemos. Asimismo, les comentamos varias cosas al respecto de unas promociones que estamos haciendo. Por una parte, vamos a enviar un correo electrónico a los participantes de esta charla, de este atelier, con una promoción del 20% de descuento durante todo el mes de octubre para libros de la editorial PUC que compren. Así que van a estar recibiendo ese correo electrónico seguramente en el día de hoy o el día de mañana. Estaremos felizmente recibiendo sus pedidos y sus consultas. Pueden comunicarse con nosotros por medio de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, por nuestra página web, telefónicamente. Les sugiero que lo hagan y consulten por estos libros. También vamos a estar enviando durante el mes de octubre una encuesta FLE. ¿Sí? Es una encuesta que hacemos a los docentes todos los años para que nos comenten cuáles son los métodos de estudio que van a utilizar al año siguiente en la institución en la que trabajen, sean colegios, institutos privados, da igual. Esperamos que nos den aviso de qué métodos están interesados en que tengamos disponibles en la librería, y serán incluidos todos los alumnos de esas instituciones en un descuento del 10% al pedir estos métodos el año siguiente, ¿sí? Como saben, es importante. Nosotros siempre tenemos mucha variedad de métodos. Lo que ocurre es que hay algunas instituciones que afortunadamente tienen muchos alumnos, y para que no nos quedemos sin stock para todos los alumnos, nos sirve muchísimo que los docentes nos comenten en qué libros están interesados que traigamos a pedido, ¿no? Para el año siguiente. Nuevamente les agradezco mucho la participación en este espacio, Caroline. Esperamos sus consultas, sus pedidos, y vamos a estar enviándoles entonces el correo electrónico hoy o mañana para que tengan el descuento de 20% en los libros de PUC, y también para todos los docentes que conozcan, que quieran recibir esta encuesta FLE para el año siguiente, para cualquier institución que esté enseñando francés. Bienvenido sea su mensaje para ser incluidos en esta encuesta. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Lucas. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se llama el libro para preparar B1, B2? Se llama examen, mira, es este libro. Préparer le DALF B1 et B2. Exactamente. Así que esperamos sus consultas y sus correos, sus pedidos. Cualquier otra consulta pueden hacerla por medio del Instagram de la librería, el Facebook. Nos pueden buscar directamente en Google si no se manejan con las redes sociales, y van a llegar a la página web donde también pueden hacer las consultas y pedidos con envíos para todo el país. Muchísimas gracias, Lucas, por tu presencia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora sí, Priscila. No sé, Romy, si ya está casi todo el mundo. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, ya estamos. Voy a compartir pantalla. Los últimos 2 comentarios, ya agregué los nombres que no se pudieron anotar, así que están en el sorteo. Y ahí comparto pantalla. Así pueden verlo.
Qué suspense. Bien. Mari. Primer ganadora. ¿Son 2, Priscila? Sí. Sí, son 2. Uno más. Ay, ay, ay. Bien. Carmen Alejandra. Bueno, felicitaciones a las 2 ganadoras. Les va a estar llegando un mail con el código para poder utilizar en la compra. Y bueno, esperamos que disfruten del material. Desde ya que trabajamos con todas las editoriales, así que esperamos que puedan encontrar lo que están buscando. Y si no, nos avisan lo que necesitan, así se los traemos. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos por habernos permitido participar en estos encuentros y quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias à todos. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à Pug. Donc, ce webinaire se termine. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Buen día, buen fin de semana et un bon week-end. Au revoir.